Bienvenue à la mentalité verte. Aujourd'hui à l'épisode, on rencontre le SLAM, un groupe qui milite pour le droit des locataires au Québec. Nous savons tous que la crise du logement frappe à plein fouet l'ensemble des Québécois et Québécoises, et surtout ici dans la métropole. Il y a plusieurs groupes qui s'impliquent pour changer les choses et pour tenir les propriétaires responsables de leurs gestes. Je pense que cette lutte passe par une mobilisation de masse. C'est entre autres ce que le SLAM essaie de faire. Voici l'entrevue. Bienvenue à la mentalité verte. À un moment où le climat se réchauffe, où les guerres se multiplient et les inégalités se creusent, discutons d'enjeux et de solutions, d'actualité et d'histoire. Partout à travers le monde, les gens s'impliquent. La résistance se fait sentir et le progrès est à portée de main. Embarquez avec nous pour découvrir le Québec et ses enjeux, pour débattre et pour apprendre, pour écouter et interagir. Je suis Alex Tirel et je suis votre animateur pour ce podcast, La mentalité verte. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Louis-Antoine, qui est membre du SLAM. C'est un groupe qui milite pour les droits des locataires ici à Montréal. On est dans le plateau Mont-Royal aujourd'hui, un quartier qui a beaucoup d'embourgeoisement, où les gens, un peu comme partout à Montréal, on a discuté à se loger. Donc, bonjour Louis-Antoine. Bonjour, plaisir d'être ici. Oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, est-ce que tu peux nous parler, c'est quoi au juste le SLAM? Le SLAM, bon, ben, d'abord, le nom, Syndicat des locataires autonomes de Montréal. En fait, c'est un groupe de locataires par et pour les locataires, qui a comme objectif principal à la base de regrouper les locataires ensemble pour qu'ils soient capables de défendre leurs intérêts. Et c'est vraiment l'idée, c'est par l'auto-organisation, par l'organisation des locataires entre eux, qui vont être capables de défendre leurs intérêts face aux propriétaires. On est très clair là-dessus. Pour nous, les intérêts des locataires et des propriétaires, c'est pas des intérêts qui sont conciliables. L'objectif, c'est pas d'arriver à une paix sociale meilleure, c'est pas d'arriver à une meilleure entente de groupe. On est là pour jouer notre rôle dans une lutte de classe entre locataires et propriétaires, et nous, c'est de défendre mordicus notre clou. C'est vraiment ça qu'on est on est dans une logique de syndicalisme de combat, même certains pourraient dire de syndicalisme révolutionnaire. L'objectif, c'est d'amener une transformation sociale par l'action des locataires directement sur leurs conditions de vie, dans leur lieu de vie. Puis j'imagine, ça implique d'amener des locataires ensemble, peut-être des gens qui habitaient des immeubles, mais qui connaissent pas nécessairement le voisinage, pour qu'ils puissent faire front commun. Oui, c'est ça, mais tu sais, l'idée, c'est que, tu sais, on est très atomisé dans la situation de logement actuelle, notamment, bon, c'est dans même dans une tour à immeuble où est-ce qu'il y a plusieurs personnes, c'est pas tout le monde qui va se connaître. Et bien là aussi, de la manière dont le marché est organisé, puis la propriété est organisée à Montréal, ben ça peut être pratique de mettre en contact des locataires qui sont sous un même propriétaire, qui subissent le même type d'attaque, mais qui sont géographiquement séparés. Donc, le SLAM peut aussi servir à ça, justement, être un endroit où est-ce que les locataires peuvent se rencontrer, se mettre en contact, où est-ce que leurs propriétaires les divisent matériellement, littéralement, des fois. Là. Ouais. J'imagine quand un propriétaire arrive puis veut, mettons, expulser tous les gens dans son bloc, ben il y a toujours quelques personnes qui vont accepter avant que l'organisation de groupe soit faite. Oui, ben tu sais, c'est toujours quelque chose qu'on passe, mais tu sais, c'est aussi le genre d'éducation qu'on essaye de faire. Une partie du travail du SLAM se fait en amont, avant que la situation arrive. Bien sûr, on a des personnes qui s'envoient un courriel ou un appel et qui sont dans une situation où est-ce qu'ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'organisation maintenant. Ouais. Mais aussi, on essaie de faire l'organisation en amont. Donc, on aide les personnes à on a entendu que vous allez vous faire acheter ou on sait qu'il y a des offres d'achat qui ont été faites, puis c'est bon, c'est tel proprio. Non, pas, mais on a quelques idées dans nos têtes, disons, qui risquent de vous expulser, qui risquent de faire ça. Savez-vous que vous avez le droit de refuser telle affaire, vous avez le droit de refuser telle chose, on va vous organiser comme ça, comme ça, comme ça. Fait comme ça, vous suivez le registre foncier pour voir quand il y a des propriétaires problématiques qui achètent un bloc, mais là, vous savez déjà? Ben, on suit, d'une certaine, disons, pas avec on n'est pas Sherlock Holmes non plus, mais on a une idée, oui. On a une idée du registre foncier, on a une idée de l'évolution des achats. Aussi, ben, souvent, en fait, malheureusement, parce qu'on n'a pas nécessairement les effectifs, la capacité de le suivre complètement, de pouvoir agir à chaque fois. Mais aussi, tu sais, simplement quand un membre du SLAM est dans un bâtiment qui vient de se faire acheter ou qui sait qu'il va se faire acheter, rapidement, disons qu'on sait qu'il faut se préparer dans le climat actuel à faire face à des vagues d'expulsion, à des vagues d'expropriation ou à des demandes des tentatives de rénoviction. Donc, oui, généralement, quand il y a un changement de propriétaire, on a tendance à être un peu plus sur le pied de guerre, déjà. Ouais. Ben, j'aimerais parler de la perception des propriétaires par le public parce que
on entend souvent dans les médias, tu sais, les propriétaires de sortir le violon, là, puis dire comment que c'est difficile d'être propriétaire, puis comment que les lois, ils favorisent trop les locataires et ce genre de trucs. Mais à mon avis, être propriétaire, c'est même pas un vrai emploi. Tu as juste à collecter des chèques, à gérer tes immeubles. La plupart de ces gens-là, ils travaillent pas réellement. Fait que, à mon avis, c'est pas un emploi qui est Oui, légitime. ça, je suis 100% d'accord. C'est la question, est-ce que c'est un emploi légitime? La réponse, c'est bien sûr non. Tu sais, c'est littéralement, c'est nos salaires en tant que locataire qu'on a gagné en travaillant pour la majorité du temps ou qu'on gagne parce qu'on a droit à des acquis sociaux, mais qui est pris puis qui est envoyé dans les poches d'un propriétaire. Qui, on va dire franchement, dans le trois quarts des temps, répond même pas à ses obligations. Et aussi, cette autre partie-là qu'il faut pas oublier, tu sais, quand on parle des lois, des locataires, des obligations, c'est peut-être, et c'est très discutable, peut-être que les lois du logement au Québec favorisent les locataires. Mais la réalité, c'est que la vaste majorité de ces lois-là ne sont pas appliquées Ouais, jamais. ouais. La vaste majorité des locataires sont aucunement au courant de leur capacité légale à se défendre. Puis même, juste le système légal c'est une journée de cours au TAL, c'est toujours en semaine. Toujours un moment où est-ce que probablement un locataire, lui, va travailler alors qu'il n'y a pas de revenus passifs, justement. Fait que juste la structure légale, même si les lois, certaines lettres de la loi on pourrait dire, dans une certaine vision, que ça avantage le locataire, la structure légale en tant que telle va faciliter un propriétaire de toute façon. Donc, il faut tout le temps ça aussi qu'il faut Ouais, penser quand les violons sortent. Puis oui, ouais. des violons, on en entend tout le temps. On en entend beaucoup. Ils sont très petits. Ouais. Mais c'est Et, comme une propagande capitaliste, là. C'est de faire oui. croire aux gens que être propriétaire, que c'est difficile et ainsi de suite, alors que c'est pas difficile, là. Tu sais, ces gens-là, Ouais, ils ben, tu sont en sais, train de s'enrichir sur le dos des gens qui travaillent, qui payent le loyer. Là, ils utilisent ce loyer-là pour acheter d'autres immeubles, pour grandir davantage. ah, effectivement, il y a ça que je pense qui est central. Il y a l'idée justement que les propriétaires ont vraiment une tendance, c'est qui est presque parasitaire en fait, qui est vraiment de prendre les salaires, de prendre l'argent dans des secteurs, puis un secteur qui est pas super productif, on va se le dire aussi franchement. Là. Il y a toute cette partie-là qu'il faut pas oublier non plus. C'est-à-dire que c'est tout de l'argent qui pourrait être dans une économie réelle, qui est retiré vers une économie de spéculation, Ouais. qui est vraiment un problème. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'actuellement, dans la crise, il y a une crise du pouvoir d'achat qui est réelle avec l'inflation sur des produits de première nécessité. De plus en plus, ce qu'on a, c'est le choix pour le locataire entre payer sa nourriture, payer son loyer. Mais on a des proprios qui chialent, qui peuvent pas assez augmenter ou qui ont des augmentations qui sont pas assez grandes, alors que la réalité, c'est que le choix maintenant est tellement difficile entre les deux pour énormément de personnes. Je comprends pas comment on continue à donner le micro puis continue à donner la parole à des personnes qui vont nous faire justement des belles larmes de crocodile sur le fait qu'ils peuvent pas sacrer du monde à la rue plus facilement. Ouais. Tu sais, c'est honnêtement, c'est pour moi ça. Mais moi, bon, aussi, je sais, je suis pas quelqu'un, puis je pense que la majorité des personnes au slam, ce sont pas des personnes qui ont beaucoup d'illusions. Un Pierre-Carl Pelado qui possède TVA ou d'autres grands groupes médias, c'est pas quelqu'un qui a les mêmes intérêts de classe sociale que le locataire moyen qui fasse une expulsion. Je pense qu'il y a aussi ça qui est très clair, tu sais, je veux dire que le système légal appartient à la bourgeoisie, les grands médias appartiennent à la bourgeoisie. Il y a une tendance vers les intérêts convergent. Justement, c'est une raison que nous on focus tellement sur l'auto-organisation, c'est que on sait que c'est ce qui nous reste, c'est notre célérité, notre terrain, notre organisation. C'est la dernière chose qu'on peut vraiment contrôler. En Ouais. fait, c'est les organisations que nous-mêmes on se donne. Hmm. Je pense que c'est ça aussi que c'est important. Ouais. Puis, il y a une certaine consolidation là, du marché immobilier à Montréal. Je sais Oui. qu'il y a des grandes entreprises multinationales qui arrivent, qui achètent plein de blocs, qui augmentent le loyer, Ouais. qui font en sorte aussi de rien réparer là, dans ces vieux immeubles-là. J'attends que les gens y quittent. Ouais. Vous avez remarqué ce problème, j'imagine? Oh oui, écoute, même si on n'est pas militant au slam, on peut s'en rendre compte. C'est quelque chose qui est très courant. Mais tu sais, je pense qu'il faut faire attention. Par exemple, on a tendance à imaginer toujours, oui, c'est les grandes compagnies multinationales. D'accord, mais le petit propriétaire peut être aussi pire. Tu sais, je pense qu'il faut pas se séparer. Il y a quelque chose de fondamental dans la relation entre le propriétaire et le locataire qui est pas correct. Il y a quelque chose qui a pas de bon sens, que l'endroit où est-ce que je vis, que j'ai besoin pour vivre, m'épanouir, grandir, etc., soit sous le contrôle de quelqu'un, puis que j'ai besoin de littéralement dépenser d'argent, ce qui veut dire aussi pour un salarié dépenser des heures de sa vie. Tu sais, c'est des heures que j'ai données à un employeur qui va être pris par quelqu'un d'autre de l'autre côté pour quelque chose qui est complètement nécessaire, quelque chose de presque vulgaire là-dedans. Tu sais. Donc, je pense qu'il y a aussi cette chose. Puis oui, tu sais, en ce moment, il y a un grand problème, mais quel problème, en fait, c'est
je dirais qu'il est plus loin, c'est qu'il y a un problème en ce moment dans le capitalisme en tant que tel, que vraiment, il y a une crise du taux de profit, en fait. L'économie productive demande tellement d'investissement pour faire des profits que tu as vraiment un switch, parle-moi en français, un switch général vers des économies qui sont plus spéculatives, des économies qui sont plus fermes, puis le logement et ça, ben d'ailleurs, le logement, la nourriture, ce genre de choses-là, deviennent des valeurs refuges en période de problèmes économiques, puis ça fait monter les prix, puis c'est les pauvres qui payent l'instabilité du système, justement. Ouais. C'est les pauvres qui payent les abus du système quand les valeurs refuges deviennent des biens qu'on sait que les gens vont avoir besoin. Donc, commodité de première nécessité au niveau de la nourriture, le logement, etc. Puis ça, c'est vraiment un problème que comment ça, à chaque fois qu'il y a de l'instabilité, ben, c'est aux locataires qui prennent le gros des risques. D'ailleurs, c'est une légitimation classique du rôle de l'investisseur, du propriétaire, c'est que c'est lui qui prendrait le risque financier. Alors que non, c'est le locataire qui se fait sacrer dehors. Il a pas demandé à prendre ces risques-là, puis il les vit de facto d'être locataire aussi. Le risque est vraiment plus dans nos mains, en fait. En plus, même durant la pandémie, les gens ont continué de payer le loyer. Le Oui. gouvernement a donné de l'argent aux individus pour qu'ils puissent payer le loyer. Non, exactement. C'est quelque chose qui était pourtant d'ailleurs quelque chose que j'ai pas compris en pandémie, c'est pourquoi il n'y a pas eu une suspension ou un gel des loyers, alors que le gouvernement s'est dit non, on va donner une subvention de masse aux propriétaires. C'est ça que ça a été. Exact, ouais. On est content d'un point de vue de locataire puis salarié d'avoir été capable de pouvoir rester en sécurité. Pour certains, il y avait beaucoup. Dans le locataire, il y a beaucoup de travailleuses essentielles. Faut pas oublier ça non plus. Souvent, c'est craché sur le locataire comme on le fait. C'est aussi, comme on le fait des fois, c'est aussi craché sur le monde qu'on applaudissait il y a quelque temps. Il y a toutes ces idées-là aussi, je pense que ces subventions-là, on était contents de les avoir, mais le fait que tellement de cet argent-là est allé dans les poches de nos proprios, ça sonnait, c'était un peu amer pour plusieurs personnes qui le recevaient. Je pense, à mon avis aussi, parmi les raisons qu'on n'arrive pas à imposer une meilleure réglementation, c'est que les gens qui possèdent déjà des immeubles, mais ils ont intérêt à ce que la valeur de cet immeuble-là augmente. Oui. Puis c'est les riches qui contrôlent la politique tant au Québec qu'au Canada. Fait que ces gens-là, ils veulent que le prix augmente. Fait qu'ils veulent la spéculation. Ils veulent pas avoir des règlements qui empêchent, par exemple, des investissements étrangers dans l'immobilier, ce genre de choses. Oui, mais ça, mais je pense aussi, plus important, il y a ça en tant que tel, mais je pense aussi une chose qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a eu un attachement un peu factice à cette idée de propriété. C'est que quelque chose qu'il faut faire toujours, c'est que tout le monde se dit « Ah, je pourrais devenir propriétaire demain. » Alors, c'est une réalité qui est de moins en moins vraie. Je pense aussi qu'il y a ça. Et qu'il faut jouer en tant que locataire, être capable de commencer à amener nos propres alternatives, qu'on peut avoir une vie bonne sans être propriétaire. C'est une idée pour nous, je pense que c'est important en tant que d'avoir aussi comme groupe syndical, oui, on a une vision de défendre nos intérêts au niveau face au propriétaire, mais il faut amener une vision aussi positive, il faut amener un autre logement. Il faut amener une idée que non, on peut avoir une vie bonne, une vie collective, une vie qui est groupée à travers nos logements, qui ne passe pas par l'obtention de la propriété. Et puis ça, je pense que c'est très important. Mais ça a des implications qui sont plus larges que juste le logement. Combien de personnes qui considèrent que leur maison, c'est leur retraite maintenant, par exemple? Alors que il y a 30, 40 ans, c'était pas du tout le cas. Alors que, comment ça que on juge que tout le monde doit devenir investisseur maintenant? Alors que, au bout du compte, soyons clairs, l'argent des pensions, l'argent des investissements, c'est ce qui brûle en premier dans un crash, c'est ce qui est utilisé par des grands banquiers, par des grands spéculateurs pour utiliser ça, puis ça fait augmenter seulement leur masse monétaire. On nous a fait croire que nos intérêts en tant que travailleurs et travailleuses, c'était de transformer nos salaires en investissements. Alors que nos investissements sont les plus vulnérables, les premiers à se faire, les premiers à y passer. Alors nous, ce qu'on parle, qu'on veut, justement, on parle de socialisation du logement, faut pas en parler dans un isolé. On peut pas changer des pièces de la machine au complet. Il faut qu'on change la machine. Il y a cette idée-là. On est sur le front du logement, mais on comprend qu'on est sur un front plus large d'une lutte contre le système capitaliste aussi. Je pense que c'est ce qui est important. Puis lutter contre le capitalisme, ça implique aussi avoir une vision socialisante, une vision du bien commun, de la vie commune, justement, qui peut être amenée comme projet positif de son remplacement. Oui, excellent. Puis, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples du SLAM, des groupes de locataires que vous avez aidé à passer à travers des problèmes? Un exemple relativement récent, en fait, on avait un locataire, des locataires qui étaient membres du SLAM, que le propriétaire menaçait d'évicter complètement illégalement, d'ailleurs. Même pas sans passer le temps. Il y avait des menaces de venir changer les serrures, tout ça. Puis le SLAM avait organisé un piquet devant la résidence du propriétaire, organisé des veillées la soirée où c'était dit qu'elle allait faire changer
les serrures et ben, les évictions n'ont pas eu lieu, par exemple. Ça, c'est déjà très clair. Une autre campagne qui est faite, Slam a passé beaucoup d'informations et a incité les gens à refuser l'augmentation de loyer. Il y a un seuil qui est donné à chaque année sur les augmentations de loyer. La majorité des propriétaires s'en foutent puis vont plus haut. On avait vraiment fait un tour là-dessus, demander des augmentations. On avait organisé une campagne aussi de pétition dans certains bâtiments. On avait réussi à aller chercher des réparations, des changements de laveuses, sécheuses collectives qui étaient brisées, que le propriétaire voulait pas réparer, qu'on est allé chercher ce genre de choses-là. Comme vous dites, il y a quelques lois au Québec qui existent pour protéger le locataire, mais souvent, ils sont pas appliqués, soit parce que les gens ne les revendiquent pas, ou, tu sais, moi, je connais des gens que le proprio, il cogne chez eux, dit « Ah, je t'impose une augmentation de 100 pièces par mois », que les personnes ont signé sur le coup, tu sais, Ouais. en pensant qu'ils devaient signer à l'instant même, sinon, ils étaient pour perdre l'appartement et que le bail ne serait pas de renouveler, alors qu'évidemment, ils n'ont pas le droit de faire ça, ils n'ont pas le droit d'augmenter le loyer et de passer un certain montant. Vous avez beaucoup de gens, j'imagine, qui sont dans ce genre de situation. Oui, on rencontre quand même pas mal, puis c'est juste notre... Ben, tu sais, on n'est pas un groupe qui fait de l'éducation légale non plus, mais je pense que, tu sais, une meilleure compréhension de ses droits en tant que locataire, ça peut toujours être utile. Mais en général, connaître les règlements qui régissent nos vies, c'est toujours bien. Ouais. Puis dans le cas du logement, effectivement, ben, ça permet de sauver quand même pas mal d'argent au bout du compte ou de savoir qu'est-ce qui devrait être réparé, etc., qu'est-ce qui appartient au propriétaire. Il faut comprendre aussi, je pense que les gens ont tendance à sous-estimer à quel point la seule manière de vraiment faire de l'argent dans l'immobilier, c'est de pas suivre ses obligations. C'est d'augmenter plus que le monde du légal, c'est de pas faire des réparations, c'est de sauver ça. C'est que la taille de l'immobilier, vu que le gros de l'argent, est pas en liquidité, il est en patrimoine bâti qui grand avec le temps. Mais si un proprio veut avoir un roulement de liquidité, il doit être négligent. Ouais. C'est ce qu'on a tendance à oublier, c'est que c'est la vaste majorité des proprios, s'ils veulent un roulement de liquidité, ils vont devoir être négligents, ils vont devoir faire vivre dans des appartements de merde des personnes là, ils vont devoir augmenter sans bonne raison, systématiquement. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment qui s'est fixé dans le système, ça fait partie du système en tant que tel. Tu sais. Ouais, ça c'est pas évident. Puis, tu sais, à travers des dernières années, là, évidemment, le loyer a augmenté beaucoup, mais aussi le coût de la nourriture a augmenté. Mais on dirait qu'on n'a pas tant vu de manifestations anticapitalistes là, tu sais, depuis ces changements-là. Et tu sais, moi, ça m'étonne de voir, surtout l'épicerie, que ça a monté tu sais, de 25, 30, 40, 50 %, mais qu'on a vu très peu de manifs devant les épiceries. Là, il y a un boycott de Loblaws qui s'organise. Mais à ton avis, on s'en va où dans la lutte anticapitaliste dans ces circonstances? C'est une très bonne question. Ben, tu sais, la blague que je dis toujours, c'est que, c'est pas vraiment une bonne blague, là, mais c'est que, tu sais, on sait tout le temps pourquoi les personnes se révoltent. La vraie question, c'est pourquoi ils le font pas. Et ça, c'est beaucoup plus que ma Ah, mais je pense qu'un truc qui manque sérieusement, c'est l'organisation. Tu sais, les travailleurs, les travailleuses, les locataires, il y a un manque d'organisation qui est criant, de structures collectives qui nous permettent d'aller en lutte. Parce que énormément des structures qui existent déjà sont des structures qui sont déjà très intégrées. Tu sais, les grands syndicats, malgré des bons exemples au niveau local qui sont souvent exemplaires, mais les grandes centrales syndicales ont pas la volonté de mettre leurs membres en mouvement face à la crise du coût de la vie. Ils vont faire la grève pour les conditions de travail, l'argent, puis... Exactement, mais il y a pas un projet politique qui est porté par ces organisations-là. Les groupes communautaires, certains font un travail qui est exemplaire, mais qui reste toujours dans l'accompagnement plutôt que la confrontation. La vaste majorité d'entre eux. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a aussi ça, il y a un manque de structure, il y a un manque d'organisation qui permet aux personnes, il y a un manque d'une infrastructure de la dissidence, on pourrait dire, qui est manquante, je pense, joue un rôle dans une certaine apathie qu'on voit en ce moment. Puis aussi, je pense qu'il y a des réflexes que beaucoup de personnes ont qui sont normales, parce qu'on s'est dit que c'est toujours comme ça que ça fonctionnait, mais c'est un réflexe qui est systématiquement vers le légalisme. Dans notre tête, ben, c'est quoi les recours légaux que j'ai quand le prix du pain est trop cher? Il n'y en a pas vraiment. Donc, les personnes alors qu'il y a des histoires de lutte pour la réduction des prix, mais qui passent par des moyens qui sont peu légaux, des moyens qui sont pas légaux, justement. Fait que je pense aussi que si on n'est pas capable d'avoir des organisations qui sont capables d'aller au-delà de la légalité bourgeoise, on n'est pas capable d'avoir des vrais gains puis des vraies luttes. Donc, je pense qu'il faut jouer sur ce travail-là. Il faut construire les organisations dans la lutte, puis il faut que les organisations soient construites pour lutter. Donc, on est un peu dans un dilemme de qu'est-ce qui vient en premier. Je pense que la réponse, c'est les deux doivent être en même temps. Il faut participer à ces organisations-là pour gagner les luttes en ce moment. Puis je sais que la CAQ, on a apporté quelques changements. Là, oui, ben le fameux PL 31, qui est vraiment un problème, en fait, parce qu'il faut dire que
Donc, c'était une forme de résistance presque passive des locataires qui était de j'ai trouvé quelqu'un à qui je peux transférer mon bail, ça va nous permettre de garder le prix. Puis c'était une espèce de solidarité qui était, allez, c'est une très belle forme de solidarité entre locataires, qui était très basique, qui se faisait au niveau de la loi, mais que on a vu justement la CAQ a retiré ça. Dans la ministre Duranceau, tu sais, qui est une caricature d'une ministre vendue Ouais. au groupe Ben, du elle fait des intérêt. flips immobiliers elle-même, hein? Exactement, c'est ça. C'est une caricature. Ils la mettent en charge du logement. C'est ça, mais tu sais, la question de conflit d'intérêts, on voit à quel Ouais. point ça c'est pas très appliqué dans une situation comme ça. Donc, ce qu'on voit vraiment avec ce cas-là, c'était un cas de la représentante de la Casse des propriétaires qui était là, qui avait une intention claire, qui était de enlever une capacité légale des locataires de Ouais. défendre leurs conditions de vie. On dirait que les Ouais. propriétaires ont infiltré le gouvernement. Je dirais pas qu'il avait infiltré, je pense qu'il a tout le temps été là, mais là, je pense que dans ce cas-là, c'était comme la loupe était gigantesque puis on voyait l'image. C'était difficile à manquer. Ouais. D'habitude, alors que dans les politiciens bourgeois, certains ont une tendance à être plus subtils. Dans ce cas-là, il y avait la subtilité d'un 18 roues, disons. Ouais. C'était pas vraiment le cas. Mais donc justement, oui, puis la lutte, justement, malheureusement, c'est une lutte qui n'a pas été gigantesque, une lutte qui n'a pas mobilisé. Notamment, je pense, parce que en tant que locataire, on a vraiment un réflexe. Par exemple, le contraire d'une relation de travail, la communauté chez le locataire, c'est pas dans un locataire, c'est pas immédiat. On n'a pas cette idée-là que mes voisins, c'est quelqu'un à qui je devrais parler, à qui je devrais m'organiser politiquement. Puis c'est ce que l'islam essaie de faire. Puis je pense qu'une des raisons pourquoi cette loi a passé, c'est parce que encore, bon, les groupes comme l'islam étaient trop petits encore. Il n'y avait pas la capacité d'aller de l'avant. Ouais. Vers ce chose d'avoir une vraie mobilisation, mais je pense que dans les prochaines années, si on continue à construire une organisation, qu'on réussit à construire des groupes de locataires, euh, la prochaine fois qu'une attaque comme ça, on va être capable d'y répondre de manière plus efficace. Ouais. Ouais. Intéressant. Puis je sais qu'une manière de soustraire un peu les logements là, du marché capitaliste, c'est d'avoir des coopératives. Oui. Est-ce que vous avez connu des gens qui ont réussi justement à démarrer des coopératives? Parce que c'est pas évident là, avec le financement. Non, mais actuellement, il faut comprendre. Personnellement, non. Je connais pas de personnes qui ont réussi à créer des coop. Les coop, ça fait longtemps qu'ils ne s'en créent plus vraiment beaucoup. C'est vraiment un principe généralement de financement étatique ou des OBNL qui passent par là. Et justement, la question de la création de coop, c'est quelque chose qui est très difficile. Puis soustraire au marché capitaliste, si tu comprends, c'est jamais complètement non plus. Ouais. Il y a quand même le marché a une certaine influence sur le prix au coop. Puis aussi, les finances de l'État sont soumises au marché capitaliste. Puis une partie du fait que les logements sociaux fonctionnent, c'est qu'ils sont financés par l'État. On se le cache pas non plus. Donc, je pense que il faut pousser l'idée plus loin que simplement la création de coop, la socialisation. Il faut vraiment aller sur la démarchandisation du logement. Je pense qu'il y a des exemples de lutte qui peuvent aller dans ce sens-là. Je pense au Québec, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, mais l'idée de squatter, l'idée de reprendre des logements vides, de réquisitionner des logements vides, parce qu'en ce moment, alors qu'on est dans la crise du logement, alors qu'on on a un vrai problème d'itinérance à Montréal, il y a des condos qui sont vides, Ouais. qui sont dits occupés. Puis y a-t-il une taxe sur des condos vides? Je ne pense pas Bon, que ouais. les unités vides, ça pourrait être une idée, mais moi, je pense que plus qu'une tâche, ce qu'il faut, c'est que on les force et qu'on les réquisitionne, qu'on dise que maintenant, non, on a des sans-logis qui y vivent. Hmm. Je pense que il faut prendre l'action en notre main. Je pense que oui, puis au pire, je pense que même si ces aventures-là ne marchent pas, ça va au moins faciliter la création de régulation. Tu sais, je pense que c'est ça qui aussi. Je pense que des fois, l'idée de on va proposer telle régulation qui ferait beaucoup de sens, ça passe pas s'il n'y a pas une lutte qui est capable de l'amener. Ouais. Tu sais, je pense que notamment, on a eu beaucoup de cas de locataires qui se sont battus contre des agrandissements ou disons les taxes de rénoviction par agrandissement, mais là, le plateau puis Hochelaga Maisonneuve ont vraiment changé leur règlement suite à ces luttes-là. OK. Face à des tentatives justement d'expropriation à tout ça. Donc, s'il n'y a pas de lutte, il n'y aura pas de changement régulatoire. C'est ce qu'il faut penser. Si je pense qu'il ne faut pas mettre nos espérances dans le changement des régulations, je pense qu'il faut mettre nos espoirs que si on fait assez peur à la bourgeoisie, elle va changer les lois pour essayer de restabiliser le tout. Puis ça passe par le rapport de force, ça passe par l'organisation. Ouais, intéressant. Puis je voulais parler des campements là, de sans-abri. Oui. Là, évidemment, là, on a toujours à Montréal. Puis la réaction de la ville face à ça, ça va être quoi pour cette année? Cette année, écoute, moi, si le passé est garant de l'avenir, je pense que, tu sais, on a notamment participé à la défense de certains campements où est-ce qu'on a réussi par notre pression
soit à délayer l'expulsion, soit à faire qu'il y avait plus de place en logements sociaux pour les personnes qui étaient là. Donc, les personnes étaient capables, malgré l'expulsion, étaient capables de trouver des ressources. C'est en grande partie à cause de nos actions. Mais tu sais, je pense que si le passé garant de l'avenir, le contrôle social va passer par l'expulsion. Si un campement est trop visible, si un campement est qui a trop de problèmes, puis tu sais, je blâme pas les personnes qui sont à l'intérieur de ces campements-là. Il y en a certains qui ont vraiment besoin de ressources, qui ont vraiment besoin d'aide. Puis on a pas ça. Je pense qu'il risque encore d'une fois, donc comme on l'a vu dans les années passées, l'utilisation de la matraque, l'utilisation de la matraque, l'utilisation de la répression qui risque d'être constante. Ouais. C'est-tu de moins en moins bien vu, ces techniques-là? Ça dépend ce qu'on appelle l'opinion publique. Qui est dans là, tu sais, il y a des moments où est-ce que la répression policière elle peut être très mal vue puis elle va avoir lieu quand même, tu sais. Je peux penser, tu sais, c'est pas la majorité des Montréalais n'étaient pas nécessairement du côté du SPVM en 2012 pendant les pires moments de répression policière, mais le SPVM s'en est donné à cœur joie. Ouais. Donc, il y a aussi ça, tu sais, je pense qu'il faut faire attention de même si c'est mal vu, je pense que la question, c'est presque que c'est mal vu par la population générale, c'est est-ce qu'on est capable d'inverser le calcul coût-bénéfice de l'utilisation de la répression? Est-ce qu'on est capable de faire comprendre aux personnes qui ont la capacité de l'utiliser que l'utilisation systématique de la répression, ça va leur coûter cher? Ouais. Puis je pense que c'est vraiment ça l'idée du rapport de force, c'est-à-dire si on veut diminuer l'utilisation de la répression, c'est pas en espérant d'avoir des belles images larmoyantes ou en essayant de faire changer nécessairement les buts, c'est de faire comprendre que l'utilisation de la répression, ça va créer encore plus de chaos social, ça va créer encore plus de résistance. Vous arrêtez parce que ça vous coûte plus cher. Parce que c'est plus compliqué pour vous. Tu sais, je pense qu'il faut être capable, dans le rapport de force, d'inverser le calcul. Ouais. Y a-t-il beaucoup de gens qui habitent dans leur voiture à Montréal? J'ai pas le statistique là-dessus, je peux pas le dire. Ouais, ça va être difficile à compter. Ouais, hein, c'est un phénomène que... Oui, en plus, c'est ça. Répertorier ce genre de statistique-là, c'est plus compliqué. Honnêtement, ça doit probablement être augmentation, notamment... une statistique que j'ai, par exemple, c'est je sais qu'il y a une augmentation du nombre de sans-abri, des personnes qui n'ont pas de domicile fixe qui travaillent. Ouais. Eux, généralement, ils devraient avoir accès, justement. Souvent, ces personnes-là ont tendance à avoir plus une voiture pour se rendre au lieu de travail, pour dormir, peut-être accès à un gym où ils peuvent se changer, faire leur lessive, ce genre de choses-là. Donc, oui, je pense que c'est peut-être un phénomène qui est en expansion, mais malheureusement, avoir des statistiques sur la question, c'est hyper compliqué, donc je peux pas vous le dire exactement comment le phénomène là. À vue de nez, selon les statistiques que je connais sur l'itinérance, sur la situation sans-abri, c'est probablement un phénomène en expansion, mais je peux pas le garantir. Ouais, c'est ça, ça doit être difficile à voir les chiffres, là, mais je sais que dans certaines villes, tu sais, que les policiers vont aller achaler ces gens-là beaucoup, puis que c'est pas évident de se trouver un stationnement. Puis, Non, c'est ça. Puis, mais je pense aussi il y a le classique, il y a des endroits, je pense à LA qui a sorti une fameuse carte de où est-ce qu'on a le droit de dormir dans sa voiture. Donc oui, mais tu sais, pour moi aussi le problème, c'est que ce genre de truc-là, c'est essayer de trouver des solutions administratives à des problèmes politiques. C'est le vrai problème, c'est pas qu'il y a des gens qui dorment dans leur voiture. Le vrai problème, c'est pas où est-ce que les gens dorment dans leur voiture, c'est qu'ils dorment dans leur voiture. Pour moi, c'est vraiment ça fondamentalement qu'il faut s'attaquer. Puis il faut s'attaquer justement à ça, c'est une meilleure distribution de logements. Puis tu sais, je pense aussi que s'il faut faire la construction de logements, ben, il faut le faire massivement, mais aussi de manière à ce que ce soit pas des logements de luxe. Il faut pas que il faut comprendre la question foncière aussi qui est là. Il y a une nécessité d'avoir des logements, mais il faut s'y attaquer de front, puis il faut s'y attaquer parce que ce soit sous le contrôle des locataires, sous le contrôle des travailleurs et des travailleuses qui font ça. Il faut retirer la question foncière, en fait, des mains des propriétaires, de la classe qui l'a. Puis, est-ce que construire davantage de logements, c'est parmi les solutions principales que vous avez? Ben, tu sais, honnêtement, la question, c'est que je me dis, c'est que quand on aura été capable de faire la réfection de beaucoup de bâtiments qui sont en mauvais état, qu'on aura s'assuré que les logements vides ou qu'on aura réussi à dépressuriser le marché de toutes les résidences secondaires, qu'on aura mis fin à toutes les Airbnb, s'il manque de logements quand même, oui, on va en construire plus. Je pense que, tu sais, on se fait pas d'illusions, il faut être capable d'en construire, mais je pense que l'idée que ce soit la solution qui vient en tête en premier, pour moi, c'est un non-sens. Excusez-moi, tu sais, que jusqu'à tout récemment, sur le plateau Montréal, en quartier qu'on est, on avait le droit d'expulser des locataires sur la rue Saint-Denis pour faire un Airbnb.
c'était encore légal. Là, finalement, ça l'a changé. Mon Dieu, merci. Ouais, combien de logements ont été perdus? Et c'est ça, mais tu sais, le fait que, comment ça, on n'est pas capable de regagner ces logements-là, qu'on les va vers ça, une fois que ça va être regagné, une fois que ça va être ramené, ben là, on parlera de qu'est-ce qu'on a nos besoins de construction. Ouais. Puis aussi, tu sais, ça sert à quoi de construire, disons, 10 000 condos qui coûtent beaucoup trop cher, qui seront pas en location et qui vont être achetés par des groupes financiers, par des fonds de pension, par des organisations internationales, qui vont les acheter pour la spéculation et que les personnes vont pas être capables de l'avoir. C'est quoi le point? Si on construit, il faut que les gens soient capables d'y habiter. Puis ça, la première barrière d'entrée au logement, il faut toujours se le rappeler, elle est financière. Donc, je pense que systématiquement ça qu'il faut se rappeler aussi, c'est s'il y a une construction, ben, il faut que ça soit social, il faut que ça soit communautaire, il faut que ça soit sans barrière d'entrée monétaire. Oui. Bien, ça nous apporte là, au point que je voulais aborder sur le capital. Là, évidemment, là, c'est ça qui empêche les gens là, de devenir propriétaires parce que les locataires sont en train de payer des montants importants à chaque mois. Cet argent-là sert à payer l'hypothèque du propriétaire. Oui. Donc, nous autres, au Parti vert, ce qu'on proposait dans l'élection, c'était de nationaliser beaucoup de logements qui deviennent la propriété d'une société d'État. Et qu'ensuite, les gens qui habitent dans les logements puissent les acheter à travers les paiements de loyer. Fait que ça serait comme un loyer pour achat. Je peux voir que c'est intéressant comme proposition, mais par exemple, moi, ce que je mettrais comme limite à ce genre de proposition-là, c'est que notamment, tu sais, je pense que l'idée de contrôle que les locataires peuvent avoir, tu sais, il y a des logements sociaux en ce moment qui ont des atmosphères, par exemple, hyper répressives par rapport aux locataires, à cause que la société d'État qui les contrôle impose vraiment beaucoup de contrôle, beaucoup de répression sur les personnes qui sont là, beaucoup de comportements, etc. Il y a vraiment une diminution de liberté. Nous, si on passe par on propose plus une socialisation plutôt qu'une nationalisation du parc de logement. Allô? On est plus pour avoir la socialisation, c'est-à-dire que c'est collectivement les locataires doivent exproprier leurs propriétaires. Une expropriation qu'on veut sans dédommagement, franchement, et que ça va être la reprise collective du parc locatif par l'ensemble des locataires et leur reprise. J'espère qu'on va y arriver, là. Moi aussi, beaucoup. Ouais. Puis, si les gens veulent s'impliquer dans le slam ou s'ils ont des problèmes avec leurs propriétaires, comment ils peuvent vous contacter? Contactez-nous via notre adresse, slammatou à commercial Proton Mail. Ils peuvent aussi passer par notre page Facebook, notre Instagram, Slammatou, dans les deux cas. Ça va vous faire plaisir de prendre vos cas en main, ça va vous plaisir de vous aider à vous organiser, puis ça va vous plaisir de vous recevoir dans notre organisation. Ouais. Merci beaucoup. Ben, super. Ben, écoute, je vous remercie beaucoup pour votre travail, Ben, le travail du slam. C'est bon de voir qu'il y a des gens qui osent tenir tête là, au capitalisme puis aux propriétaires, puis pour défendre des gens là, qui ont beaucoup de misère là, à joindre les deux bouts. Je pense que c'est une mission qui est très, très importante. Puis je souhaite la meilleure des chances là, et de la meilleure réussite avec cette mission. Merci beaucoup. Merci. Et ça conclut notre entrevue avec Louis-Antoine du Slam. J'espère que comme moi, vous avez apprécié cette entrevue et que vous avez peut-être même appris quelque chose sur vos doigts à titre de locataire au Québec. Chose certaine, ça va prendre un mouvement de masse pour tenir tête aux grands propriétaires, aux multinationales qui viennent s'enrichir sur les logements au Québec. Ça va prendre un mouvement de masse pour tenir tête au gouvernement Legault, pour qui, à chaque occasion, adopte des politiques qui avantagent les propriétaires et les personnes riches au détriment des locataires, de la classe moyenne, de la classe ouvrière. Il faut qu'on milite pour changer les choses parce que bientôt, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir se payer un toit. Donc, je vous invite à nous suivre. On va avoir d'autres épisodes sur le sujet qui s'en viennent et sur l'ensemble des enjeux de la justice sociale et de l'environnement au Québec. Je vous invite à vous abonner à la Mentalité verte. Merci et à la prochaine.